Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, une interview carte sur table en lien avec l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on va prendre la direction du continent africain, l'ouest de l'Afrique et spécifiquement le Sénégal. On est en votre compagnie. Mediba, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Jeune Afrique, vous êtes un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest et vous avez été correspondant à Dakar entre 2013 et 2017 et vous continuez bien sûr de suivre cette actualité sénégalaise. Alors d'abord, dites-nous pourquoi pendant des années on a parlé du Sénégal comme un pôle de stabilité dans une région qui ne l'était guère et qui ne l'est guère encore aujourd'hui. Oui, on en a parlé comme ça parce que effectivement, le Sénégal, depuis l'indépendance, a échappé globalement aux guerres civiles, aux révolutions, aux coups d'État, et que donc, à l'échelle de la sous-région, c'est quelque chose effectivement d'assez atypique. Et donc, le Sénégal a été et continue d'être ce pôle de stabilité. Alors depuis le 3 mars dernier, on entend parler de manifestations et de violences assez conséquentes, plus de 10 morts à ce jour, près de 600 blessés. Alors dans cette histoire, vous allez tout nous expliquer. Il y a deux acteurs clés, Macky Sall, le président du Sénégal depuis 2012, et Ousmane Sonko, figure de proue de l'opposition, et c'est son arrestation qui a mis le feu aux poudres. Que s'est-il exactement passé? Bien écoutez, en fait, cette affaire, elle est un peu compliquée à analyser parce que elle est officiellement une affaire purement privée. Voilà. Ousmane Sonko est un opposant. C'est un des derniers opposants sur la scène politique sénégalaise parce que beaucoup d'opposants se sont ralliés ou ont été disqualifiés par des affaires judiciaires. Et Ousmane Sonko, officiellement, est accusé de viol par une jeune femme. Alors, bien évidemment, ça a créé la suspicion que Ousmane Sonko était mis en cause dans cette affaire judiciaire, non pas pour une raison privée, mais parce qu'il représente une menace politique face au président Macky Sall. Et c'est de là que tout est parti. Qu'en pensez-vous à titre personnel et d'après les informations que vous avez? C'est pas mon avis qui compte, c'est plutôt celui de comment les Sénégalais perçoivent cette affaire-là. Et comme il y a eu énormément d'affaires judiciaires qui ont visé les opposants au cours des dernières années, il y a bien évidemment un sentiment que cette affaire pourrait avoir été montée pour décrédibiliser et pour mettre sur la touche un opposant qui reste au fond l'un des derniers opposants face au président Macky Sall. J'imagine que vous faites référence notamment à Karim Wade, hein, le fils et l'ancien ministre, fils d'Abdoulaye Wade, et à Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, qui en effet ont été condamnés pour des malversations financières. Aujourd'hui, cet opposant numéro un, Ousmane Sonko, il a été libéré. On a le sentiment que la pression est retombée, que le calme est en partie revenu et qu'en même temps, rien n'a été résolu. Est-ce que je me trompe? Non, non, je pense que vous avez bien résumé, c'est-à-dire qu'actuellement, Ousmane Sonko est placé sous contrôle judiciaire. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est quand même, on parle d'une affaire de viol, qui est passible de, je crois, 15 ans de prison et qui pourrait totalement disqualifier Ousmane Sonko pour les prochaines échéances électorales et notamment pour la présidentielle de 2024, alors qu'en 2019, il a eu un score tout à fait prometteur qui peut lui laisser espérer d'être un challenger important du président Macky Sall ou de son successeur en 2024. Alors en effet, j'allais y venir. On parle en effet beaucoup dans la presse africaine, notamment de deux styles complètement différents entre Macky Sall et Ousmane Sonko, notamment parce que il y a beaucoup de papiers qui expliquent qu'au fond, depuis Léopold Sédar Senghor et ensuite Abdou Diouf et puis Abdoulaye Wade et Macky Sall aujourd'hui, on a affaire à un même système, à un même style, c'est-à-dire des acteurs politiques au fond versatiles qui changent de camp au gré de leurs intérêts. En quoi aujourd'hui cet opposant-là, il propose autre chose pour la politique sénégalaise? Alors, le côté versatile de certains opposants, effectivement, c'est ce qu'on appelle en Afrique familièrement la transhumance, c'est-à-dire que vous avez des opposants qui rejoignent le camp au pouvoir et puis qui sont récompensés par un poste, etc., etc. Et face à une éventuelle reconduction de Macky Sall en 2024, Ousmane Sonko fait figure, là, au moment où l'affaire éclate, d'un des derniers opposants face à lui, parce que la plupart des autres ont rallié le camp au pouvoir. Et en fait, c'est ça l'enjeu de l'histoire. C'est est-ce que on va décapiter judiciairement, pardon de la métaphore, le dernier opposant qui pourrait faire pièce si Macky Sall se représentait en 2024, puisque tous les autres ont rallié le camp au pouvoir, ou alors
comme les gens que vous avez cités, c'est-à-dire Khalifa Sall et Karim Wade, ont été disqualifiés pour cause de condamnation judiciaire. Mehdiba, pendant toutes ces journées d'émeutes, on sait que des marques françaises ont été particulièrement prises à partie avec des supermarchés Auchan notamment, 14 supermarchés qui ont été pillés et vandalisés. On sait que Orange et Total ont été également des marques françaises qui ont pu être attaquées. Pourquoi est-ce que la France semble, pour certains manifestants, considérée comme responsable d'une partie des maux du Sénégal? Écoutez, je pense que dans des actes comme ça, de pillage et de vandalisme, vous avez deux dimensions. Bon, vous avez la dimension d'un pays où pas mal de gens sont dans la difficulté, et puis ben, quand des phénomènes de foule et de masse et de manifestations aboutissent à se retrouver devant des magasins et de les piller, bon, ben, les gens ils y voient un intérêt à très court terme, hein. Après, vous avez la dimension plus politique. Pour les détracteurs de Macky Sall ou pour ceux qui soutenaient Ousmane Sonko, il y a le sentiment que l'État sénégalais est très proche de la France, donc de ses intérêts, et que parfois ça se fait même au détriment du peuple sénégalais. On le sait, la France est toujours aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal. Le deuxième partenaire commercial de ce pays aujourd'hui, c'est la Chine. Comment vous regardez-vous, interprétez-vous au fond ce glissement géopolitique de ce pays d'Afrique? Mais on sait que cette évolution des investissements chinois sur le continent, elle est mesurable dans bien d'autres pays. Non, écoutez, je pense que le Sénégal, depuis le début des années 2000, a diversifié ses partenariats. Sous Abdoulaye Wade, il y a eu beaucoup de partenariats qui ont été noués avec des États du Golfe. Euh, et puis, on a vu aussi la Chine arriver, mais comme elle arrive dans plein de pays africains, voilà, le Grand Théâtre à Dakar, il a été construit avec la Chine. Le Sénégal reste extrêmement lié à la France, mais à diversifier effectivement au cours des dernières années ces partenariats. Je pense que c'est d'ailleurs un phénomène que vous pouvez retrouver dans d'autres pays d'Afrique. On n'est plus à l'époque de la France-Afrique à la papa, où les seules entreprises qui ont droit de citer sur des grands chantiers sont des entreprises françaises. Dans cette volonté de sortir de la France-Afrique, est-ce que vous lisez, vous devinez aussi une animosité grandissante vis-à-vis de la France, au-delà des relations commerciales, qui donnerait envie, notamment aux jeunes générations, d'une rupture plus radicale? En fait, vous savez, Ousmane Sonko représente une forme, si on parlait en langage avec les courants politiques français, c'est un peu une forme de souverainisme. Voyez, c'est-à-dire une volonté de sortir les intérêts des Sénégalais d'une sorte d'emprise qui parfois est réelle, parfois est fantasmée. Je pense par exemple au pétrole et au gaz. C'est un secteur sur lequel on a découvert des gisements de gaz, notamment au Sénégal au cours des dernières années. Et la grande question, c'est qui va les exploiter et est-on sûr que l'exploitation et les richesses qu'on va ressortir de cette exploitation va profiter aux Sénégalais et ne va pas être accaparée par des puissances extérieures et qui forcément sont souvent occidentales. Donc il y a effectivement un souverainisme qui s'affirme en Afrique. C'est aussi le débat sur le franc CFA. Euh, Après, il est parfois un petit peu excessif dans ces manifestations, mais on peut aussi comprendre que des populations qui sont restées très longtemps, d'abord sous le joug de la colonisation, puis sous le joug d'un néocolonialisme qui ne disait pas son nom, aujourd'hui, effectivement, quelque chose ressort qui est de l'ordre de la réaction parfois virulente, en ayant l'impression qu'en fait, nos richesses sont accaparées par des puissances à notre détriment et au détriment du bien-être des populations. Merci beaucoup Mehdiba d'avoir été aujourd'hui notre invité pour cette leçon de géopolitique. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Jeune Afrique. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle leçon de géopolitique.